conservation. Et donc, tout ça suppose un travail préparatoire qui, lui, n'a pas à attendre la loi. Et donc, je crois maintenant pouvoir dire qu'il y a une intimité, une amitié entre les équipes béninoises et françaises qui ont préparé tout ce travail. Elles continuent à travailler ensemble et elles vont pouvoir identifier les autres œuvres qui peuvent relever de cette logique, de cette philosophie, de ce cadre. Et donc, il va y avoir en parallèle ce travail, ce dialogue avec toutes celles et ceux qui le souhaiteront. Et puis, cette loi, elle cheminera avec le temps du Parlement, mais je pense que les prochains semestres nous permettront de la finaliser. Et donc, nous pourrons continuer d'avancer ensemble. Voilà. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Philippe Ricard pour le journal Le Monde. Vous avez fait part, M. Macron, d'une volonté politique d'ouverture de la part de M. Talon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, M. Talon? Est-ce que vous envisagez la libération des leaders d'opposition, je crois, qui sont emprisonnés dans votre pays, ou le retour au Bénin de ceux qui sont en exil? Merci. C'est le président Macron qui a parlé d'ouverture. Évidemment, c'est vrai, nous en avons parlé. Vous savez, la donne politique est une donne essentielle dans tous les pays du monde, y compris les pays en voie de développement ou les pays développés. Et sur cette question, la préoccupation des uns et des autres, c'est que le politique ne pollue pas l'économie. Donc il faut pouvoir aménager la donne politique de sorte à ce que ça donne une bonne image favorable au développement économique. Et aujourd'hui, votre question ne me surprend pas parce qu'il semble que notre image soit un peu écorchée par la situation politique que le Bénin a connue ces derniers temps. Moi, je n'en rougis pas du tout. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on vient de loin, il faut être disposé à affronter tous les défis, y compris nos propres travers, pour nous développer. Et la situation politique dans laquelle le Bénin était nécessitait certaines réformes qui ont été engagées. Mais vous savez, une réforme qui fait plaisir à tout le monde n'est pas une réforme. Une réforme qui marche, qui apporte du nouveau, qui apporte du positif, forcément enlève des privilèges peut-être indus, mais un privilège quand même. Et ce qui fait que, en cette matière politique, tout ce qui enlève des privilèges ou tente de corriger des acquis fait toujours l'objet de beaucoup d'histoires, de heurts, de bagarres. Le Bénin l'a connu malheureusement. Mais une chose est de défendre son opinion, son intérêt politique, sa cause. Une autre est d'utiliser ou non des moyens conventionnels ou non répréhensibles pour les défendre. Parce que les djihadistes qui défendent une cause religieuse, à leur entendement, leur cause est juste, plus que juste même. Servir la cause de Dieu pour celui qui est croyant, c'est au-dessus de tout. Mais est-ce que pour autant, si sa cause lui paraît absolument incontestable, véridique, est-ce que pour autant, tous les moyens sont permis pour défendre cette cause-là? Mais non, c'est pareil en politique. Votre cause peut être juste. Vous pouvez avoir l'impression que votre cause est juste, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des moyens répréhensibles, donc des moyens délictuels, criminels, pour la défendre. Or, c'est ce qui s'est passé au Bénin. Je conviens avec vous que c'est des gens qui ont agi dans le champ politique. Mais les actes qui ont accompagné leurs revendications, si c'était des actes délictuels criminels, les actes doivent être punis. C'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, chaque fois que la presse a l'occasion, mais pas la presse seule, la classe politique internationale, parfois ça nous revient dessus, mais quand est-ce que vous allez les libérer? Comme si les actes n'ont jamais été commis. Parce que malheureusement, souvent, on peut confondre un acte réellement commis par un acteur politique et une accusation politique. Ce qui s'est passé au Bénin, ce ne sont pas des accusations politiques, c'est réel. Mais je consente à chacun de croire ce qu'il veut. Donc, libérer des gens qui ont commis des crimes ne relève pas pour moi de l'ouverture. Ça, je peux vous le dire. Mais c'est bien que même les réformes qui sont en cours tiennent compte
d'un environnement favorable, plus apaisé, pour que les uns et les autres ne se sentent pas exclus à cause des réformes. C'est cela que moi j'appelle l'ouverture. Je crois que c'est de cela que parle le président Macron. Il n'en demeure pas moins que les personnes qui sont condamnées, qui sont en détention pour les faits qu'ils ont commis, les gens qui sont en exil parce qu'ils ne veulent pas rentrer, répondre de leurs actes, constituent également des sujets de conversation, d'intérêt. Et c'est vrai, nous l'avons évoqué. J'ai évoqué le président Macron, cette ambiance globale qui pollue un peu notre environnement et nos efforts économiques, dans le domaine de l'économie. Et je lui ai dit ce que je pensais de la chose. Mais j'ai dit, et je vais vous le dire ici, pareil. Pour moi, il n'y a pas de revendication qui tienne la route, qui vaille et qui concerne des gens qui ont commis des délits, des crimes. Donc, la manière dont cette question se pose, moi, me pose un problème. Les gilets jaunes en France, leur revendication est d'ordre politique. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le choix politique et économique du gouvernant en place. Non, ils contestent, ils protestent les choix qui sont opérés. Les choix d'une politique fiscale relèvent de la politique. De la politique. Donc des gens qui le contestent, libre à eux de contester, de trouver que ce qui est proposé n'est pas conforme à l'intérêt de tout le monde. Mais pour autant, ils ont le droit de brûler, de casser, de tuer, de blesser des policiers et consorts pour défendre leur cause. Donc toutes les fois que les moyens qui sont utilisés pour défendre la cause politique, ces moyens ne sont pas bonnes, il faut que les sanctions, que les gens qui sont comme ça répondent de ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont envahi le Capitole aux États-Unis, c'est une cause politique. Parce qu'ils estiment que les élections, les résultats ne sont pas conformes à leur aspiration, à ce qu'ils pensent être vrai. Mais est-ce que pour autant ils ont le droit de prendre d'assaut le Capitole et de remettre en cause ce que la loi a établi? Mais non. Mais j'aimerais bien vous voir poser cette question au président Biden et lui demander, mais quand est-ce qu'il va arrêter les procès contre ceux qui sont poursuivis pour avoir envahi le Capitole? Et je vais bien voir la réponse qu'il va donner, si ça va vous satisfaire. Mais je vous donne la même réponse que lui. Il faut répondre de ses actes. Et ça, ceux qui sont en exil, que moi je n'ai pas banni. Je n'ai pris aucun décret pour bannir quelqu'un. Ils ont choisi de ne pas répondre de leurs actes, ils ont fui le pays. Moi je voudrais bien qu'ils rentrent, qu'ils se défendent et que la justice les blanchisse. Donc il n'y a pas de décret qui a été signé et qui a envoyé quelqu'un en exil. Par contre, ceux qui sont en prison, il peut arriver qu'un acte soit fait, soit fait pour gracier des gens. C'est possible, pour amnistier. Parce que les délits, certains délits, parfois, font l'objet de grâce, d'amnistie. Autant que les délits politiques, que les délits qui sont liés, qui sont commis dans le champ politique. Mais au Bénin, il n'y a pas de détenu politique. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique. Mais les gens sont détenus pour avoir agi, pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique. C'est vrai. Donc il se pourrait que dans les temps à venir, à mon temps ou après moi, que des actes de grâce ou d'amnistie soient pris à l'encontre de ces gens-là. C'est possible. Mais sur le principe de la question même, je suis droit dans mes bottes et je voudrais que la dynamique en cours au Bénin continue pour rendre crédible notre pays. Parce que ce qui nous importe, c'est que ce pays soit un pays de droit, de démocratie, de liberté, aussi de bonne gouvernance. Et cela, c'est important. Et nous ne laisserons sur rien du tout pour que tout cela demeure des valeurs qui vont nous distinguer et qui permettront aux entreprises françaises, Monsieur le Président, de venir investir au Bénin, créer des emplois, créer de la richesse. Merci. François-Xavier. Oui. François-Xavier. Fiacre Vidien-Inou de Jeune Afrique. Monsieur le Président Macron, on vous entend dire que vous souhaitez assister à une réunion sur l'initiative d'Accra pour mieux structurer les choses. Mais tout à l'heure aussi, au cours de l'intervention du président béninois, on a entendu dire qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient les moyens pour acheter du matériel, mais qu'ils étaient plutôt bloqués. Qu'est-ce qui bloque en réalité? Alors, deux choses. La première, j'ai donné ma disponibilité, puisque c'est le
président Talon qui m'a dit que ce serait souhaitable que nous participions à une telle réunion. Disponible. Je vais le répondre. Et je pense que c'est important parce que c'est d'abord une initiative, l'initiative d'Accra, conduite par plusieurs pays de la région, mais qui est une initiative africaine. Mais nous sommes tout à fait disposés à être en soutien sur tous les champs que j'ai évoqués. La deuxième chose, nous allons régler ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est que, de manière très simple, le Bénin veut acheter des équipements. Nous avons mis en contact, ce n'est pas l'armée française qui vend ces équipements. Et il n'y a pas une tradition de fonction d'achat d'équipements militaires dans les armées béninoises. Et c'est pas... Donc nos militaires se parlent, ils ont pu définir un cahier des charges, et après il y a une volonté que je salue, qui est de ne pas passer par des intermédiaires. Et donc, ça prend du temps parce que c'est un dialogue qui se fait du coup avec un État qui n'est pas structuré pour acheter, qui n'a pas la fonction que nous avons structurée par exemple en France avec une délégation générale à l'armement. Vous avez des équipes qui préparent des programmes, qui structurent la relation avec les industriels. Et donc c'est pourquoi nous avons acté, pour vous répondre très précisément, deux choses. La première, c'est qu'à court terme, nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous. Et donc on va regarder en fonction des besoins et ça va se faire d'armée à armée pour répondre aux besoins de très court terme. Et nous avons acté d'une coopération technique pour aider le Bénin à structurer l'équivalent d'une délégation générale à l'armement qui permet d'acheter justement, voire de penser ou de coproduire des programmes d'armement en lien avec les industriels et en structurant ce dialogue. Voilà. Donc je crois que pouvoir dire que notre discussion a levé les obstacles qu'on voyait. Maintenant, il faut aller vite. C'est pourquoi pour aller vite, il faut que ce soit nos armées qui prennent à très court terme. Oui, Monsieur le Président, sur l'appui attendu de la France et de l'Union européenne au profit de l'initiative d'Accra, c'est-à-dire les 6 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, le Burkina, pour avoir une action commune de lutte contre le terrorisme. C'est moi qui ai rappelé au président français qu'au titre de cette initiative, nous avons, les 6 pays, sollicité l'appui de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne, dont la France, pour nous accompagner, parce que vous savez, tout le monde, il n'y a pas à se cacher ou à en avoir honte. La lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, requiert une coopération internationale. Aussi bien pour le renseignement que pour les équipements, que pour l'échange des stratégies, des expériences et consorts. Il est difficile aujourd'hui de dire à nous seuls, on peut le régler. Ce n'est pas possible. Donc nous avons, l'initiative d'Accra a souhaité que l'Union européenne ainsi que la France puissent nous accompagner. Mais depuis, nous n'avons pas observé une réponse nette et claire de la part de l'Union européenne. Et je l'ai rappelé au président français que cette initiative est le cadre idéal pour la lutte contre le terrorisme, notamment au sud du Burkina. Et que nous attendons toujours, donc les 6 pays concernés attendent toujours une réponse franche, claire et rapide de l'Union européenne, notamment de la France, pour que nous puissions nous déployer. C'est vrai, nous n'attendons pas cela, parce que nous prenons nos responsabilités nous-mêmes, mais ces appuis-là, d'une manière ou d'une autre, sont nécessaires pour l'efficacité de tout ce qui est programmé dans la zone. Et le président français a donné son accord. Je pense que dans les prochains jours, il notifiera aux uns et aux autres, notamment aux pays concernés, fera de même, fera la démarche qu'il faut auprès de l'Union européenne pour que nous ayons un accord un peu formel pour accompagner les pays concernés dans cette stratégie. C'est bien cela. Oui. Vous savez, la France a des relations bilatérales de défense avec à peu près tous ces pays. Ici, de formation d'équipement et qu'on va renforcer. Nous avons aussi, avec plusieurs de ces pays de l'initiative d'Accra, parfois des écoles de formation des cadres, d'équipement. Nous avons, je le rappelle, l'opération Barkhane que nous avons transformée en Takuba et maintenant que nous reparamétrons, mais qui fait que nous avons des forces très importantes qui sont encore déployées et des moyens dans la zone sahélienne à la demande des États, je pense en particulier le Niger. Nous avons, avec d'autres États concernés par le terrorisme qui ne sont pas directement dans l'initiative d'Accra, mais impliqués des coopérations très fortes, Tchad, Mauritanie, Sénégal.
Et donc, il y a plusieurs aujourd'hui forums de discussion et d'échange. La France n'a pas attendu l'initiative d'Accra, ni n'a structuré son offre en fonction de celle-ci, mais c'est une bonne chose que les pays de la région qui sont organisés ainsi puissent échanger avec l'Union européenne, dont la France, pour créer plus de synergie en fonction de leurs besoins. Je redis ici que la lutte contre le terrorisme en Afrique, la France sait ce que c'est, et quand il y a des pays qui sont sincèrement engagés sur les 3 volets, sécuritaire, développement et politique, nous sommes à leur côté, à chaque fois. François-Xavier Noumon pour ETélé. Une dernière question? Une dernière question. Ma question s'adresse au président Macron. Oui. Monsieur le Président, le Bénin, comme beaucoup d'autres pays africains, attend toujours la réallocation des 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux sur les 650 émis par le FMI il y a à peu près une année. Et vous-même aviez adossé cette promesse afin de mobiliser le G20 à cet effet. Une année, pratiquement une année et une crise plus tard, où est-ce qu'on en est très exactement? Merci. Merci beaucoup de rappeler d'abord que c'est le FMI et la France qui ont lancé cette initiative. De mémoire, en novembre 2020, au Forum de Paris sur la paix. Elle a prospéré, nous l'avons consacrée au sommet sur le financement des économies africaines au printemps qui suivait à Paris. En particulier en prenant la tête de cette initiative visant à ce que les pays membres du FMI, les pays les plus riches, acceptent de redistribuer une partie de leur quote-part pour qu'il y ait 100 milliards vers l'Afrique. Je le rappelle pour chacune et chacun ici, les émissions qui avaient été décidées, qui en fait consistent en une augmentation de capital du FMI, mécaniquement ne donnaient que 33 milliards au continent africain, ce qui était très peu. Et donc pour qu'il y ait 100 milliards, cela supposait que les pays les plus riches réallouent une partie de leurs droits de tirage spéciaux vers les pays africains. Nous avons pris l'initiative en mai, elle a été ensuite portée et endossée en G20 à Rome, et au moment où je vous parle, nous sommes aux 100 milliards. Nous y sommes. Et pour ce qui est de la France, nous avons réalloué 20% de nos droits de tirage spéciaux, ce qui est notre quote-part. Plusieurs pays l'ont fait, d'autres ont trouvé l'équivalent budgétaire. Nous sommes aux 100 milliards. Maintenant, c'est une question d'utilisation. Et donc maintenant, la question, elle est vers les pays récipiendaires avec le FMI, pour savoir comment on mobilise ces 100 milliards le plus efficacement possible, en particulier pour utiliser un effet de levier. Parce que la chose qui aurait le moins de sens, c'est que ces 100 milliards aillent directement gouvernement par gouvernement. Ce que le FMI cherche à faire maintenant, avec les banques régionales en particulier, africaines, c'est de trouver un canal pour que cet argent, ces droits de tirage spéciaux, puisse permettre de bâtir des mécanismes en particulier de réduction des risques pour qu'il y ait un effet des multiplicateurs. Mais la part à laquelle moi je m'étais engagé, elle est faite, elle est actée, elle a été décidée, elle est officialisée. Nous avons obtenu les équivalents budgétaires de celles et ceux qui ne voulaient pas le faire. Maintenant, ce que nous voulons faire, et nous l'avons acté, j'ai pris l'engagement à l'égard du FMI, c'est compte tenu de la nouvelle crise, on voit bien qu'on doit aller plus loin. Et donc, nous devons viser 2 choses à court terme. La première, c'est de finaliser ces travaux techniques pour que les différents pays puissent avoir l'impact budgétaire et financier très rapide de ce qui a déjà été ralloué avec les bons mécanismes. La deuxième, c'est que nous devons aller plus loin et on doit viser l'objectif de 30% de réallocation. Et ça, c'est l'objectif qu'on se fixe pour le G20 à Bali. Et donc, je reprendrai mon bâton de pèlerin aux côtés de la directrice générale du Fonds monétaire international pour mettre la pression sur les collègues. Et d'ores et déjà, je prends l'engagement de le faire au titre de la France. Merci pour cela. Voilà. Bien. Une dernière? Peut-être une dernière question. Bonjour. Une dernière, oui. Monsieur le Président, bonjour. Marie Chantret pour TF1 LCI. Monsieur le Président Macron, une question qui s'adresse, 2 questions d'ailleurs, qui s'adressent à vous, concernant notamment le redéploiement stratégique que vous avez évoqué des forces françaises. Est-ce qu'elles pourraient concerner le Bénin? Est-ce que des forces françaises pourraient arriver dans le pays? On sait que la situation est instable. Et par ailleurs, au lendemain de cet accord signé à Bruxelles, il a beaucoup été question de sécurité alimentaire depuis 48 heures. Concernant la sécurité énergétique, est-ce que l'accord signé hier avec les 27 est un bon accord? Est-ce que vous redoutez finalement une coupure totale du gaz russe de manière imminente? Merci infiniment. Merci. Deuxième question, je pense que c'est un bon accord qui est le fruit de discussions dans lesquelles nous avons été force de médiation
entre les différences de situation qu'il pouvait y avoir entre en particulier le nord et le sud du continent. Je pense que c'est un bon accord qui nous permet de nous préparer au mieux. Je ne fais jamais de pronostic, mais je suis stoïcien en la matière. Et donc j'agis sur ce qui dépend de moi et je préfère limiter la part qui ne dépend pas. Et c'est vraiment comme ça qu'il nous faut préparer l'avenir. La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit. Ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil, avec les Européens, cette fois-ci. C'est plus compliqué, néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Voilà, quand on dit les choses avec franchise et on essaie de les qualifier, je pense qu'on réduit une partie de la misère du monde, pour paraphraser Camus. Et je pense aussi qu'on se donne les moyens de trouver un chemin. Je pense qu'il faut maintenant, au plus vite, que cette guerre cesse et que chacun retrouve le chemin de la raison et de la coopération. Et j'en appelle aussi au sens de la responsabilité de la Russie, qui doit retrouver ce chemin. Mais enfin, c'est pas celui qu'elle a suivi ces derniers mois. Pour ce qui est de votre première question, nous avons redéployé notre dispositif. D'abord, et nous poursuivons ce travail, et je salue la mobilisation de nos forces armées qu'ils font avec un grand professionnalisme et une mobilisation, en quittant le sol malien, car le cadre politique qui présidait à notre présence n'est plus là. Nous étions là sur demande d'un État souverain et de la région. Après 2 coups d'État, ça n'est plus le cas. Ensuite, le cadre politique n'est plus là parce que la junte au pouvoir au Mali n'a plus comme priorité la lutte contre le terrorisme. Elle a comme priorité sa préservation avec la complicité de la milice Wagner. Et d'ailleurs, malheureusement pour la population malienne, elle est en train de souffrir de cette situation. Et puis, parce que la sécurité même
de nos forces armées n'était plus assuré, puisqu'il n'y avait plus de coopération. Et je le rappelle, ce sont nos autorités maliennes qui unilatéralement ont décidé de mettre fin aux accords qui présidaient à cette relation et qui seuls pouvaient nous permettre de nous déployer en sécurité. Nous nous redéployons donc dans plusieurs pays, à la demande de ces pays, pour lutter contre le terrorisme, et pour cela seul. Le Niger au premier chef. Puis nous avons des coopérations avec plusieurs pays. Certains en développant des académies ou des formations de leurs forces spéciales ou des luttes contre le terrorisme, qu'il s'agisse du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, avec d'ailleurs des vocations régionales de ces écoles, avec des déploiements qui datent de plusieurs années, comme en Côte d'Ivoire, ou des coopérations nouvelles, comme celle que nous avons bâtie avec le président Talon, de formation, d'accompagnement, de renseignement, que nous allons compléter par des livraisons d'équipements. Et moi, je n'exclus rien, puisque la philosophie maintenant que nous allons suivre, et qui sera parachevée par le travail que j'ai demandé au ministre des Armées, le chef d'état-major des armées pour la fin de l'été, doit être d'être au service des États africains pour strictement lutter contre le terrorisme et venir en appui sur le plan de la formation, de l'équipement, de l'accompagnement, mais en aucun cas de nous substituer et en aucun cas d'avoir une présence qui est par trop visible ou un dispositif, si je puis m'exprimer ainsi, posé avec des unités françaises qui ne seraient pas en quelque sorte en soutien ou en intimité avec des unités africaines. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et donc c'est comme ça que nous allons le paramétrer. Si le besoin se faisait sentir, si la demande était formulée par le président Bénin, elle sera à chaque fois considérée et nous y répondrons dans les meilleurs délais. Je le ferai à chaque fois parce que la sécurité et l'appui d'un gouvernement ami face au terrorisme est pour nous une priorité. Merci. Merci aux uns et aux autres. Je pense que nous avons répondu sans embâcher à toutes les questions et qu'il n'y a plus de sujet qui préoccupe quelqu'un parmi vous et qui nécessiterait vraiment qu'on reste davantage pour ça. Tous les secteurs ont été balayés. Là, sur les sujets les plus sensibles. Je veux donc vous remercier. À mon nom personnel, au nom du président Macron, et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.